La chronique, parfois lyrique, de Véronique. Ça y est, au plein cœur de l'hiver, les jours passent sans fantaisie et ne se ressemblent pas. J'avoue que depuis le retour en catastrophe d'Ibiza du ministre de l'Éducation nationale, toutes de paillettes et combinaisons sexy vêtues, et bien qu'il ait abandonné chaussures fétichistes à talons aiguilles et strass, ainsi que son tout nouveau kit de bondage pour débutants sur l'île au plaisir, l'école, c'est plus ça. C'est totalement incroyable et très innovant, mais ce ministre-là a réussi l'exploit d'unir toutes les associations de parents d'élèves, professeurs, psychologues, médecins scolaires, proviseurs et CPE pour manifester contre l'ensemble de ces protocoles incompréhensibles et irréalisables. En une semaine, le protocole a déjà changé 3 fois. Voyons ce qu'en dit le ministre. Je sais que c'est dur, mais c'est pas une grève qui résout les problèmes. On fait pas une grève contre un virus, on fait... Ouh là là, attendez, je vais vous traduire tout ça, monsieur le ministre. Non, les personnels de l'Éducation nationale ne font pas grève contre un virus, mais font grève contre Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire vous-même. Il vous reproche un manque de concertation, d'anticipation et votre sens de l'improvisation générale. Reconnaissez quand même que de pondre un protocole si contraignant et illisible la nuit précédant la rentrée scolaire, c'est limite. Ça laisse deviner que vous n'aviez pas éliminé toutes les substances toxiques. Voilà ce que le ministre déclare à la veille d'une nouvelle manifestation. Et puis tant pis si je prends des coups, c'est après tout aussi mon rôle d'en prendre. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, monsieur le ministre, moi je crois beaucoup en la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Et je vais vous développer ce qui, selon moi, mère de 2 enfants, est discriminatoire dans l'école de la République, de ce que j'ai compris de votre dernier protocole. Certes, les établissements scolaires ne sont pas fermés, mais un simple cas contact a pour conséquence dans une classe d'exiger que chaque enfant se fasse tester, même s'il n'est pas malade et n'a aucun symptôme, et n'ont le droit de revenir en cours que ceux qui ont été piqués avec le V-. Le V-, c'est une injection expérimentale non obligatoire qui rapportait, selon un article de novembre 2021, la modique somme de $1000 par seconde au laboratoire pharmaceutique. En revanche, l'élève qui n'est pas malade, qui n'a aucun symptôme et n'a pas été piqué, doit rester 7 jours puni chez lui, prouvé par un test PCR négatif qu'il n'est pas atteint par le virus++, et le 7e jour peut revenir en classe. Et puis, hop, quand il revient, un autre cas contact s'est déclaré. Bien qu'il ne soit pas malade, il retourne à la maison. Or, nous savons que le V-, n'empêche pas d'attraper le virus++, ni de le transmettre d'ailleurs. Alors pourquoi créer une telle discrimination entre élèves alors que scientifiquement ça ne tient pas la route ? Voici ce qu'affirmait l'épidémiologiste Martin Blachier le 15 novembre 2021 sur CNews. La circulation concerne tout le monde. Et on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% du vaccin sur la transmission, d'autant qu'elle a l'air de baisser avec le temps. Donc non, la circulation concerne tout le monde, que ce soit les vaccinés ou les non-vaccinés. Que ce soit les vaccinés ou les non-vaccinés. Ça, c'est ce qu'en dit la science. Par la suite, ce que fait le politique des données scientifiques, c'est autre chose. Pourquoi continuer les gestes barrières si le V-, était efficace ? Notez bien que je ne mentionne même plus feu notre secret médical, car un projet de loi pour la vigilance sanitaire a été adopté dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021. Ainsi, les directeurs d'établissements de premier et second degré peuvent avoir accès au statut virologique des élèves, au cas contact et à leur statut vaccinal. Les chefs d'établissement scolaire pourront savoir si un élève de leur établissement est vacciné ou non contre le Covid. Oui, un amendement a été déposé par le gouvernement. C'est donc la levée du secret médical. L'objectif est de rendre plus efficace le protocole sanitaire. Oh, alors là, mais c'est excellent! Ça n'a rien de scientifique, mais... Quel tour de passe-passe! D'autant que le vaccin n'est pas obligatoire. C'est M. Macron qui le disait lui-même. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Vous entendez la petite hésitation ?
je ne rendrai pas. C'est un petit conflit interne qui devient audible. C'est le cauchemar de l'orateur quand son inconscient le trahit. Il dit quelque chose dont il pense l'inverse. Ainsi, dans les faits, pour étudier à l'école normalement, la vaccination est obligatoire en France. Elle l'est également pour travailler, pour sortir avec des amis au restaurant ou pour se rendre à des spectacles. Et que dire des masques ? Parce que je pense qu'il y a un sujet là aussi. Le masque est désormais obligatoire dans tous les cours. Mais qu'en disait la porte-parole du gouvernement en mars 2020 ? C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Alors que désormais le masque est obligatoire à l'école, quels en sont les effets sur le long terme pour nos enfants ? Voilà ce que déclare Grégoire Borst, professeur en psychologie du développement et neurosciences cognitives à l'éducation de l'Université de Paris. Il est également directeur de l'APSIDE, le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Première donnée qui semble suggérer que notamment les enfants qui sont à risque de développer des difficultés d'apprentissage du langage et de la lecture peuvent effectivement avoir des difficultés, notamment dans ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité à entendre les sons de la langue, qui est une capacité importante pour l'apprentissage notamment du langage écrit, c'est-à-dire de la lecture. Voilà ce que déclare Anna Tcherkassov, qui est docteur en psychologie, enseignante-chercheuse et spécialiste de la communication non verbale. En revanche, on a quand même finalement les 3/4 des professionnels qui ont observé des choses. D'une part, il y a vraisemblablement ce qu'elles observent, c'est des choses au niveau socio-affectif. C'est-à-dire qu'elles trouvent que les enfants sont moins souriants, elles trouvent qu'il y a plus d'impassibilité, le fait que finalement ils ont moins de réactions affectives qu'ils ne l'ont habituellement. Elles remarquent également vraiment des difficultés au niveau de la communication et des interactions langagières. En fait, au moment où elles retirent le masque, il y a vraisemblablement, d'après ce que disent les professionnels, des réactions très fortes. Tout de suite, les enfants se mettent à sourire. Et puis enfin, il y a la question de la reconnaissance de l'identité des personnes. Quant à l'hypoxie soulevée par certains, c'est-à-dire un manque d'apport en oxygène pour l'organisme et une absorption élevée de CO2 qui serait délétère pour la santé, l'INSERM soutient que si des personnes peuvent se sentir gênées de porter un masque, c'est par manque d'habitude. Je ne sais pas comment vous faites pour survivre à cette drôle d'époque, parce que parfois j'ai l'impression qu'on est tombé dans la 4e dimension. En tant que mère de famille, je m'informe, je décortique, j'analyse, j'essaie de comprendre. J'essaie de trouver un sens, même si parfois ça n'en a pas du tout. Comme je l'ai expliqué dans la saison 1, les injonctions paradoxales mettent dans la confusion les plus futés d'entre nous. Allez, je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique, parfois lyrique, de Véronique